Donc, ce livre qui découle de ma thèse a pour point de départ mon mémoire de maîtrise qui portait sur la correspondance de Julie Bruno-Papineau et de Chevalier de Lorimier. Dans ce mémoire, j'ai voulu montrer les stratégies de résistance qui passent par l'épistolaire, par l'écriture privée et qui participent à l'émancipation nationale et à l'émancipation du sujet féminin. Donc, dans le cadre de ma thèse, ce que j'ai voulu faire, c'est de vérifier s'il était possible de trouver d'autres femmes, d'autres épistolières qui ressemblent, dans une certaine mesure, à Julie Bruno-Papineau, qui était vraiment le point de départ. Je n'ai pas trouvé d'épistolière tout à fait similaire, avec une pensée politique aussi raffinée que Julie Bruno-Papineau, mais j'ai trouvé plus de 70 épistolières sur une période de 10 ans qui nous amènent à réévaluer la distinction entre le privé et le public pendant la période instructionnelle. Je postule dans ce livre que la période instructionnelle est un moment singulier qui permet de rendre beaucoup plus fluides les catégories du privé et du public et de diversifier les rôles auxquels les femmes sont appelées à incarner, notamment en raison de l'absence des maris. Donc, l'absence des maris procure de nombreuses occasions aux femmes, donc c'est tout à fait chouette lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des femmes au Québec et à l'histoire littéraire des femmes. Donc, dans ce livre, j'étudie un corpus de 300 lettres que j'ai exhumé des fonds d'archives pour proposer une traversée des pratiques épistolaires sur une période de 10 ans. Donc, la méthode du livre, elle était à la fois faite de connaissances historiques, mais aussi il y a un côté intuitif, hein, je ne m'en cacherai pas. Donc, je suis partie des correspondances existantes, notamment l'édition des lettres de Julie Bruno-Papineau et celle de Rosalie Papineau-Dessaules. Puis, je suis allée fouiller les fonds d'archives des parlementaires, des patriotes un peu incontournables, pour voir si les épouses avaient écrit, mais s'ils étaient aussi des intermédiaires pour des femmes. J'ai découvert la correspondance des femmes autour de Ludger Duvernay, qui était très riche en perspectives dans le rapport entre l'épistolaire et le journalisme à cette époque. Donc, j'ai commencé par le fonds Papineau, le fonds des Vigées, hein, des grands bourgeois, puisque ceux-ci, contrairement aux familles plus modestes, ont vraiment le souci de conserver leur patrimoine, de conserver leurs archives. Donc, je suis partie de là. Et puis, pour compléter ce panorama, puisque je voulais explorer d'autres cas de figure que celle de l'épistolière bourgeoise, je suis allée dans les fonds d'archives plus officiels, notamment le fonds d'archives du banc du roi de la reine. Non, je suis sûre que je ne l'ai pas dit correctement. Mais donc, pour trouver des requêtes de femmes, de patriotes emprisonnés, réclamant soit des indemnisations ou la libération de leur mari. Donc, il y avait un peu d'intuition, mais aussi une rigueur, dans le fait que dans la mesure où j'ai fouillé les principaux fonds d'archives des patriotes incontournables. Par la suite, la lecture croisée à laquelle je m'adonne entre les lettres et les périodiques de la période m'ont invité à dépouiller aussi toute une série de livraisons de journaux, parmi les plus importants de la période. Je pense notamment au Canadien et à la Minerve. Donc, j'ai dû négocier ce double corpus en le faisant dialoguer. Donc, les lettres manuscrites et les correspondances de journaux. Conserver la graphie originale de l'époque s'est imposé, puisque d'une part, ces lettres venaient à peine d'être sorties du silence, je leur aurais imposé une grille plus contemporaine, une syntaxe plus moderne, donc je me refusais de dénaturer ce corpus à peine sorti du silence. Aussi, même lorsque les correspondances étaient éditées, je pense à celle de Julie Bruno-Papineau et de Rosalie Papineau-Dessaules, j'ai refusé de m'appuyer sur les éditions puisqu'il y avait tout un travail de modernisation aussi et de correction qui avait été fait par les éditeurs. Donc, j'ai voulu me replonger dans l'épaisseur du temps de cette période en respectant les erreurs d'orthographe et aussi, ça aurait créé des distorsions de mettre côte à côte des lettres dont la graphie aurait été modernisée et des lettres à l'état original. Donc, je ne voulais pas créer de distorsion dans mon corpus. Donc, j'ai respecté la graphie, donc j'ai reproduit les erreurs grammaticales, hein, puisqu'à cette époque, le français n'est pas tout à fait normalisé.
J'ai respecté aussi les ratures, puisque ça nous dit quelque chose des conditions de la pratique épistolaire. Hein. Si on ne prend pas la peine de réécrire, de mettre au propre sa lettre, c'est peut-être parce que le papier coûte cher, c'est peut-être parce qu'on manque de temps et l'urgence d'écrire dépasse le souci de soigner sa lettre. Donc, j'ai pris soin de conserver le plus possible l'état dans lequel j'ai retrouvé ces lettres. Avec les requêtes aux autorités, je me suis aperçue également qu'il y avait toute une série de contraintes qui balisaient cette écriture. Une femme ne s'adresse pas comme elle veut à un homme d'État. Et donc, on voit par la disposition, les blancs laissés dans les marges et dans l'entête, à quel point c'est une marque de respect de ne pas couvrir tout l'espace de la page disponible, alors qu'au contraire, lorsqu'on écrit à un mari exilé, eh bien, on veut couvrir tout l'espace disponible, puisque c'est en quelque sorte une façon de témoigner de son affection. J'ai retrouvé une lettre écrite d'une Canadienne qui est en France, et non seulement elle écrit dans les marges, dans tous les sens, mais elle reprend la première page et la tourne, et elle réécrit par-dessus sa lettre. Donc, on a quelque chose de très quadrillé, et il faut déchiffrer. Ça rend difficile le déchiffrage, mais en même temps, de ne pas le signaler, ce serait ne pas rendre compte de la pratique épistolaire telle qu'elle était régulée à l'époque qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces lettres? Eh bien, on ne trouve pas beaucoup de discours amoureux, même lorsqu'il y a correspondance entre des époux et que la relation est très, très instable, très difficile en raison de l'éloignement, de l'exil, de l'emprisonnement. Donc, pas beaucoup de discours amoureux. Ça a été une surprise dans mes recherches, mais beaucoup de discours politiques. Ça a été aussi une révélation, bien que je l'espérais, retrouver un discours politique dans ces lettres féminines. On voit à quel point les événements viennent moduler la façon d'appréhender l'épistolaire lorsqu'on est une femme, puisque le discours de l'ennui qu'on retrouvait au début de la décennie lorsque le mari partait siéger à Québec à la Chambre d'Assemblée, donc il y avait tout un discours de l'ennui. C'est dur s'occuper des enfants en ton absence, etc., etc., s'occuper des ouvriers, des domestiques, lorsqu'on est une bourgeoise. Mais lorsque les tensions politiques s'exacerbent, le discours de l'ennui est déclassé très, très rapidement, et c'est la politique qui trône dans la hiérarchie des sujets abordés. Les femmes ne peuvent pas faire autrement que d'aborder la question politique, puisqu'elle est partout, dans les journaux, dans la rue. Les manifestations sont de plus en plus nombreuses et radicales, et donc de la maison, les épistolières entendent les violences extérieures, donc elles ne peuvent plus l'ignorer. Et donc, du fait que la politique et la violence percent l'enceinte de la résidence, elles sont autorisées à aborder ces questions, à exprimer une opinion sur les enjeux politiques de leur époque. Donc, il y a un discours politique qui se manifeste et à différents degrés de radicalisme. Julie Bruno-Papineau est celle qui tient le discours le plus radical. Dès 1836, elle va reconnaître presque l'obligation de prendre les armes pour réclamer la reconnaissance des droits des Canadiens français, alors même que son mari, Louis-Joseph Papineau, l'orateur de la Chambre d'Assemblée, n'envisage pas encore cette possibilité et se montre beaucoup plus pacifique, moins radical dans sa façon d'aborder le conflit. Donc, j'ai trouvé une pensée politique radicale, mais aussi une prise de parole chez les femmes plus modestes. Je ne m'attendais pas à trouver un corpus aussi important, plus de 40 requêtes féminines adressées aux autorités coloniales, parfois écrites de la main des femmes elles-mêmes, parfois rédigées par un écrivain public, un magistrat. Et donc, cette prise de parole ne va pas de soi. La pétition n'est pas encore reconnue comme forme d'intervention politique à l'époque, et donc que les femmes osent non seulement adresser une requête au gouverneur, mais également faire circuler une pétition qui appuie leur requête, signée avec la signature du curé bien en évidence pour cautionner la prise de parole. Ça a été aussi une autre surprise de mon corpus. Oui, les lettres féminines négocient ce qui relève du
des compétences féminines, hein, du domestique et du politique. Et cela se module différemment dans les lettres de mon corpus. Chez une Julie Papineau, par exemple, on voit souvent que le domestique est déclassé en fin de lettre et elle le dit très bien à son mari. Je sais que c'est de ça dont tu veux que je te parle, mais je n'ai pas envie de t'en parler puisque cela m'ennuie. Son quotidien l'ennuie et justement, elle voit l'épistolaire comme une échappatoire qui permet de s'évader du quotidien domestique, plutôt ennuyeux pour elle. Hein. On sent que c'est un temps long, la vie quotidienne domestique, alors qu'elle voit l'épistolaire comme une façon de se relier, de se rattacher à la sphère politique dont elle est exclue. Donc, on voit que le quotidien est souvent une préoccupation qui survient tout juste en fin de lettre, et donc l'heure de la poste est arrivée, je n'ai plus le temps d'épiloguer sur les enfants, sur le quotidien. Alors que dans d'autres lettres, ça se module autrement. Chez les dames Arnois, par exemple, la politique est assez, curieusement, en tout cas ça m'a étonnée, est assez absente. C'est tout de même ce qui motive l'écriture. Hein. L'exil de Luigi Duvernay va entraîner cette correspondance des dames Arnois vers les États-Unis. Et la politique n'est pas discutée. Donc, l'ennui, le quotidien, les maladies des enfants prennent énormément de place, sauf lorsqu'elles sont amenées à voyager, que ce soit pour recueillir les sommes dues à la Minerve ou pour aller récupérer des livres que réclame Luigi Duvernay. Elles vont voyager à travers le territoire bas-canadien, notamment de Rivière-du-Loup à Montréal. Et là, lors de ces voyages, lors de ces déplacements, le discours épistolaire change. Les épistolières s'ennuient beaucoup moins. Elles prennent beaucoup plus d'espace de leurs lettres pour raconter qui elles ont vu, comment elles ont été reçues. Et cette façon de décrire comment elles ont été reçues tend à les montrer comme des actrices sollicitées en demande par la bourgeoisie patriote montréalaise. Donc, toutes ces occasions dont je parle dans le livre permettent de moduler le discours épistolaire, de déclasser l'ennui et les préoccupations reliées au domestique. Et même lorsque le discours politique ne prend pas beaucoup de place, on voit que les événements viennent perturber la hiérarchie des nouvelles épistolaires chez les femmes. En s'appuyant sur le prisme des correspondances, évidemment, on trouve beaucoup de femmes et cela permet de les rattacher aux événements politiques. Hein. La plupart des ouvrages sur les rébellions disent que les femmes ont été des victimes, on les retrouve en périphérie de l'action ou au pied de l'échafaud, en pleurs. Donc, par exemple, les livres de Laurent-Olivier David citaient des lettres de femmes, mais surtout comme faire valoir hein, des héros patriotiques qui ont sacrifié leur vie au projet politique d'émancipation nationale. Donc, les femmes n'étaient pas considérées pour elles-mêmes, pour leur engagement, pour leur intervention. Dans d'autres livres, je pense au merveilleux livre d'Alan Greer qui était, avec celui de Randall, les principaux outils de ma démarche en ce qui concerne les événements politiques. Alan Greer consacre un chapitre aux femmes, mais tient un discours un peu contradictoire puisqu'il dit que les femmes sont absentes des sources. On ne les retrouve pas dans les fonds d'archives. Donc, j'ai été un peu étonnée de retrouver cette phrase alors qu'il est un des premiers à s'intéresser autant aux femmes, à les prendre en considération. Donc, j'ai voulu montrer que c'est peut-être parce qu'on n'a pas cherché dans les archives où les femmes étaient susceptibles d'être plus nombreuses, même si dans les archives officielles, j'ai trouvé plus d'une quarantaine de requêtes féminines adressées aux autorités coloniales. Donc, je crois que c'est le questionnaire hein, qui fait exister ces sources qui n'étaient pas appropriées ou qui ne permettaient pas de faire apparaître l'engagement particulier des femmes dans les rébellions. Donc, j'ai voulu réévaluer l'engagement, l'implication des femmes, puisque j'ai trouvé même dans les témoignages des acteurs de l'époque, donc témoignages que les historiens avant moi ont certainement consultés, j'ai trouvé des hommes qui témoignent de l'engagement parfois même radical des femmes au moment des insurrections. Par exemple, des femmes ont
assermentés des frères chasseurs. Ça, je ne l'avais pas vu ailleurs jusqu'ici, et c'est quand même une intervention de première ligne. Hein. On n'est pas dans la sphère domestique par une politisation des activités artisanales, ce que j'ai relevé par ailleurs, mais les femmes ne sont pas si éloignées du champ de bataille. Hein. Elles y sont même présentes malgré elles, puisque lorsque les troupes britanniques viennent incendier des villages, c'est un peu bête de dire que les femmes ne se trouvent pas sur le champ de bataille. Elles y sont malgré elles, elles sont mises à la rue, et ce qui les implique à réagir, à saisir les occasions politiques qui s'offrent à elles dans ce sens. La question du romantisme était un filon de mon ouvrage. Je m'appuyais beaucoup sur l'étude de Marie-Frédérique Desbiens, qui avait repéré les premières marques du romantisme, d'un premier romantisme canadien dans les lettres des hommes patriotes à partir de 1830. Donc, je voulais valider si on pouvait retrouver les mêmes traces dans les lettres de femmes. Et j'ai retrouvé comme elles des effets de dramatisation importants, un lyrisme, l'effusion, l'épanchement des sentiments qui étaient aussi contraires au code épistolaire en vigueur à l'époque, qui datait de l'époque classique et qui voulait empêcher ce type d'effusion, ce type d'épanchement dans l'épistolaire. Hein. La plupart des traités épistolaires de l'époque incitent plutôt à se soucier davantage de l'autre à qui on s'adresse qu'à se tourner vers soi, qu'à exprimer ses sentiments et ses désirs, ses craintes et ses inquiétudes. Or, le contexte insurrectionnel fait en sorte que ce n'est plus possible de ne plus confier sa peur, de ne plus coucher ses sentiments sur le papier, puisque la lettre acquiert en quelque sorte une portée fondamentale. Hein. Elle devient le principal support par lequel un fils, un mari informe sa famille qu'il est toujours vivant, qu'il est en cavale, qu'il est tiré d'affaire, et donc la lettre devient en quelque sorte la voie d'infiltration du romantisme, puisque ce n'est pas possible dans l'espace public d'épancher son moi. C'est encore très, très interdit. Le moi est haïssable dans l'espace public, alors qu'il s'infiltre, qu'il peut se confier, s'affirmer dans l'espace privé, des correspondances notamment. Et ce que je montre dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de projet romantique comme celui qui va se mettre en place dans les années 1860. Il n'y a pas de programme littéraire. Il y a un projet qui émerge, mais il s'effondre rapidement en raison de l'acte d'union qui va faire en sorte que le personnel politique et littéraire va se renouveler. Les libéraux n'occuperont plus le devant de la scène. Ce sont davantage les réformistes et les conservateurs qui vont porter un autre projet. Et donc, tout était présent pour qu'il y ait irruption d'un projet littéraire romantique. Hein. Je m'appuie sur Bénichou pour montrer que la révolution romantique, c'est la prise de responsabilité par la littérature. Hein. C'est la littérature qui va porter le projet politique, et dès la fin des années 30, avec un Joseph-Guillaume Barthes, une Odile Cherrier notamment. Et donc, je parle plutôt d'irruption de possibles romantiques, hein, liées directement à la crise, mais qui ne parviennent pas à s'imposer comme un projet esthétique avec des codes et des porte-paroles bien établis. Dans mes projets actuels, je continue d'interroger ce dialogue entre l'intime et le public. Je trouve que c'est un filon extrêmement riche pour interroger le continuum des pratiques littéraires des femmes. Donc, j'avance aussi dans l'histoire. Au tournant des années 30, avec l'équipe de la vie littéraire, on travaille actuellement sur la publication des 2 derniers tomes de la série qui portent sur les années 34 à 62. Et donc, je m'intéresse toujours aux textes personnels dans ces prochains tomes, mais aussi aux écritures des femmes et à la sociabilité. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais le salon au 19e siècle permet aux femmes est un espace mitoyen entre l'espace privé et l'espace public. Et il y a des associations féminines patriotiques qui vont aussi se mettre en place. Donc, ce filon sociabilité intime public, c'est vraiment ce qui
une question fédératrice de mes travaux. Et dans les prochains mois, je vais mettre en œuvre un nouveau projet de recherche sur les femmes journalistes dans les années 30, autour notamment de figures comme Judith Jasmin, qui demeure une figure un peu négligée, je trouve, à la fois de l'histoire littéraire et de l'histoire du journalisme. Elle est peu étudiée, mais elle est une figure centrale qui a tout un réseau. Elle va faire des entrevues avec Simone de Beauvoir, avec de nombreuses figures extrêmement capitales du 20e siècle, mais tout en développant un réseau de sociabilité, de correspondance et d'amitié avec des écrivaines comme Marie-Claire Blais, Gabrielle Roy, Anne Hébert. Elle sera très amie avec Jeanne Lapointe, qui est l'une des premières professeures à l'Université Laval en études féministes. Donc, cette figure me semble permettre de poursuivre la réflexion sur les liens entre l'intime, ce qui se développe comme solidarité et amitié féminine dans les marges, et quel retentissement ça peut avoir dans la visibilité des femmes, des écrivaines, mais aussi des intellectuels dans la sphère publique. La question des archives est tout de même une question qui est transversale au CRILC, je trouve. Plusieurs chercheurs et chercheuses se sont intéressés à un moment ou à un autre de leur recherche aux archives, et je pense même que c'est une richesse au centre. On a ce souci de conserver également les traces des grands projets, donc on a une sensibilité très forte à l'archive, je trouve, et j'ai été dirigée par des chercheurs du CRIL, donc il y a sans doute là une forme de filiation, de prolongement de l'enseignement transmis. Ce sont évidemment mes objets qui m'ont amené aux archives, mais l'archive a été pour moi, à la lecture notamment des essais d'Arlette Farge, une révélation. On a accès non seulement à l'écriture des femmes, hein, on trouve les femmes dans les archives, beaucoup, on trouve les projets littéraires, l'archive sert de banc d'essai à de nombreuses femmes de lettres. Et donc, non seulement on a accès à de l'écriture, mais il me semble qu'on peut se replonger dans l'épaisseur du temps, comme je le disais tout à l'heure, une histoire des sensibilités, des usages. La conservation de l'archive nous donne beaucoup d'informations sur les individus, les pratiques, sur ce qu'étaient les peurs, les craintes, les désirs d'une époque. Et donc, je trouve que c'est un matériau très riche pour reconstituer les conditions d'une pratique d'écriture, mais aussi d'un milieu bourgeois, lettrés et même plus modestes, même si les archives sont parfois manquantes pour retracer dans leur milieu ces individus de classe plus modeste ou populaire. Donc l'archive a été une révélation, je dirais une rencontre, et je crois sincèrement que ça va toujours m'animer. Parfois, lorsque je travaille à mon bureau, je sens un besoin d'aller aux archives, c'est d'être toujours en contact avec son objet, et c'est l'objet qui nous donne les réponses à nos questions, et je trouve qu'on a tout intérêt à se replonger dans les documents de l'époque pour s'imprégner des usages et des sensibilités qui régnaient alors. Je suis une chercheuse façonnée par le CRILC. J'y ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat au CRILC et mon post-doctorat au CRILC. Et pour moi, c'est naturel de faire partie du CRILC. C'est même une nécessité. J'aime le travail qui s'y fait en collégialité. Il y a beaucoup d'échanges à la fois entre les chercheurs des différents sites, mais entre les chercheurs et les étudiants et entre les étudiants eux-mêmes. En tant qu'étudiante, j'ai pu profiter de toutes les richesses, les potentialités que le centre met à la disposition des chercheurs, c'est-à-dire un espace de travail où côtoyer quotidiennement des étudiants et des chercheurs qui travaillent sur nos terrains ou des terrains connexes. Donc, c'est très riche pour des chercheurs de ne pas être toujours dans l'isolement ou enfermés dans son bureau. Donc, pour moi, c'est vraiment naturel. J'ai été formée par les façons de faire du CRILC et c'est ce que je veux
aussi transmettre à mes dirigés, à mes étudiants. Donc, le centre est un ambassadeur aussi de la littérature et de la culture québécoise. Et il remet en question aussi les frontières entre ce qui appartient à la littérature, ce qui appartient à la culture. Et je trouve que les réflexions actuelles, les projets qui se mènent à l'intérieur du centre sont tout à fait riches en perspectives. Ils nous amènent à réévaluer beaucoup nos façons de travail, nos objets d'études et la façon de travailler en collégialité avec les autres chercheurs et les étudiants. Donc, je ne me verrai pas ailleurs qu'au centre.